14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Vivre sa vie sans avoir envie de contrôler, je crois que c'est quand même assez utopique. Forcément, à de nombreuses occasions, on va tenter de contrôler. Pourtant, on ne peut pas tout maîtriser et on va mieux comprendre tout ça grâce à mon invité qui est avec nous, Ariane Calvo. Et on va se poser la question, pourquoi on a tant besoin, envie de contrôler nos vies ? Et c'est bien dommage parce que le contrôle, de toute façon, ça n'évitera pas les accidents, ça n'évitera pas les événements douloureux. Et c'est parfois parce que vous contrôlez votre partenaire qu'il décidera un jour de vous quitter. C'est juste le contraire d'ailleurs. Quand on contrôle, on ne peut pas être dans le lâcher-prise. Et tout particulièrement en amour, notamment lorsqu'on aborde la question de l'intime. C'est vrai que le lâcher-prise, c'est nettement mieux pour accéder au plaisir. Mais même dans d'autres domaines, on voit bien que le lâcher-prise est nécessaire. Par exemple, dans le sport, nos athlètes qui ont gagné les médailles durant les sports d'hiver le savent bien mieux que moi. Alors, si vous avez tendance à vouloir tout contrôler, je vous propose de venir témoigner. Et avec Ariane Calvo qui est avec nous, on va analyser pourquoi, de quoi vous avez peur, parce que derrière le contrôle, je crois qu'il y a souvent des peurs. Notre numéro pour nous rejoindre, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS en envoyant Brigitte au 7 20 18. Et puis après 15h30, j'ai reçu un livre qui m'a beaucoup plu et qui réconcilie, en tout cas qui tente de vouloir réconcilier les hommes et les femmes, et c'est Sarah Baruch qui sera avec nous. Elle a également subi de la violence d'un homme, mais elle ne veut pas généraliser et on a besoin de paroles comme la sienne. Ariane Calvo, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci Ariane Calvo. Vous travaillez beaucoup sur les blessures d'enfance, sur les émotions. On s'était connus lorsque vous aviez écrit ce livre, L'autonomie émotionnelle, aux éditions Robert Laffont. Et justement, on en avait parlé l'autre jour et vous m'aviez dit on pourrait aborder la question du contrôle, et je trouve que c'est une très très bonne idée parce que quoi qu'on dise, qui qu'on soit, je crois que de toute façon on a tendance à vouloir toujours un peu contrôler. Exactement. Le contrôle, c'est vraiment une sorte de mécanisme de défense réflexe en réponse à des peurs, très souvent des peurs d'anticipation d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se dit que peut-être un danger pourrait advenir. Effectivement, dans les relations amoureuses, le danger d'être quitté ou d'être trompé, et c'est les 2 dangers qui reviennent le plus. Et on pense, souvent de façon inconsciente, mais parfois de façon assez consciente, qu'en contrôlant la situation, en contrôlant l'autre, en se contrôlant soi, on pourrait réussir à éviter le pire ou ce qui nous semble le plus dangereux pour nous. Et ça marche pas, évidemment. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Ariane Calvo, que l'opposé du contrôle, ce serait le lâcher-prise ? Oui, ou la confiance. La confiance en soi ou dans la vie ? Oui. Ouais, exactement. La confiance dans la vie. Là où on peut pas avoir une confiance totale dans son partenaire, parce qu'évidemment, en étant autre, tout nous échappe en lui. On peut avoir confiance en la vie. C'est-à-dire la confiance que quoi que l'autre décide au sujet de la relation, et pas à notre sujet, parce qu'il s'agit toujours de la relation dans les grandes décisions qu'on prend, nous pourrons être heureuses, être heureux, nous relever, avoir d'autres partenaires, vivre d'autres amours, enfin avoir une confiance que rien ne peut finalement totalement nous effondrer, puisque c'est la liberté de chacun d'aller et venir dans une relation, et c'est la nôtre aussi d'ailleurs. On n'aimerait pas du tout qu'on nous empêche ou qu'on nous contrôle ou qu'on nous manipule, et donc c'est bien de pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et la vie propose de multiples occasions d'être bien et d'être heureuse, de découvrir de nouvelles choses si on les saisit. Alors, on parlera du contrôle dans la sexualité, mais avant, je voulais revenir sur le sport. On a beaucoup vu de sportifs rapporter des médailles, on en est très fiers. Moi-même, j'ai pratiqué beaucoup l'équitation, et il y a rien à faire. Il y a rien à faire si on veut trop être dans le contrôle, on n'est pas bon, quoi. C'est intéressant l'exemple de l'équitation, je trouve, parce qu'il y a l'autre aussi, il y a l'animal. Oui, absolument. Donc en fait, c'est un duo. Quelque chose comme une danse un peu.
Oui, oui, mais si on veut le contrôler, forcément, on va se raidir. Et pour être bien dans ce sport, qui est un sport à deux, en effet, mais qui est aussi un art, il faut être en symbiose totale avec le cheval. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment comprendre que dans l'intimité, dans le rapport sexuel, trop de contrôle, ça ne peut pas permettre un véritable rapport au plaisir. Un rapport au plaisir et un rapport authentique à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas vraiment dans la relation quand on est dans le contrôle. On se prive du vécu du moment présent. Donc, évidemment, ça prive de lâcher prise, mais ça prive aussi je sais pas comment dire, d'une jouissance pleine de ce qui se passe, puisqu'on est en train d'anticiper, on est ailleurs, à un moment qui aura peut-être lieu plus tard. Oui, on peut plus être dans la réceptivité du corps de l'autre, en quelque sorte, si on est dans le contrôle, tellement notre corps est en tension, au fond. Exactement. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que dans la sexualité, il y a souvent beaucoup de peur qui, justement, provoquent un contrôle. On voit notamment, par exemple, des femmes qui restent toujours un peu dans la tête. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser et pourtant, c'est dans le lâcher-prise que le plaisir peut prendre sa source. Oui, tout à fait. Ça ne peut pas être possible autrement. Et puis les questions de vaginisme aussi, il y a énormément de altérations de la sexualité qui sont liées à un hypercontrôle. Et d'ailleurs, même chez l'homme, curieusement, l'éjaculation rapide, c'est un problème de contrôle. Hein. Ah oui. Alors qu'on pourrait croire le contraire. En tout cas, nous sommes des êtres d'émotion. Vous êtes bien placé pour en parler, Ariane Calvo. Et nos émotions, finalement, nous font peur. Donc, on essaye de les contrôler. Combien de personnes veulent contrôler leur colère, leur tristesse, alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout à fait. On a peur du débordement émotionnel, en fait. Et donc, pour ne pas arriver au débordement, on va très en amont chercher à contrôler les symptômes physiques et le vécu émotionnel. Et quand on fait ça, on se prive de toutes les informations qu'une émotion, y compris une émotion négative, nous apporte. Donc, c'est dommage, on perd le contact avec soi-même, finalement, petit à petit. Donc le premier conseil qu'on peut donner déjà, c'est être conscient quand on est trop dans le contrôle. C'est la clé, oui, je crois vraiment. La conscience de soi. Et ça se manifeste évidemment par des crispations, par une sorte de posture corporelle un peu rigide. Oui, au début, c'est vraiment très lié au corps. Effectivement, toutes nos émotions naissent dans le corps. Et le contrôle émotionnel également, ça se passe dans une posture rigide et dans une coupure aussi. Vraiment, sans en prendre conscience, on perd le contact avec soi-même. On voit souvent des hommes comme ça, comme les hommes ont souvent été éduqués dans l'interdiction de ressentir la peur ou la tristesse. Ils sont passés maîtres dans l'art de se couper complètement de tout un tas d'émotions négatives pour ne pas les ressentir, pour ne pas avoir à les exprimer donc évidemment les conscientiser. On est loin derrière, quoi. Oui, donc en fait, ils sont dans leur tête, coupés du corps, et donc ils ressentent plus grand-chose. C'est exactement ça. D'où la nécessité, toujours, comme je le dis souvent, de revenir dans son corps, de ressentir alors ça peut commencer par sentir la chaleur qu'il fait ou le froid qu'il fait, l'odeur, enfin déjà revenir à ses sens, on pourrait dire ça. Oui, à sa sensorialité, c'est vraiment la base, effectivement. Et même des fois, des besoins encore plus primaires ne sont pas conscientisés. Très souvent, si je demande à un de mes patients s'il a soif, par exemple, et il ne sait pas forcément me répondre tout de suite, il faut qu'il ait cette démarche d'être en contact avec lui-même. Ça va pas être fluide. Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites. Ça montre bien que on n'est pas habitué dans notre culture finalement à être dans nos ressentis. C'est exactement ça. Et ça, je suppose que c'est parce qu'enfant, on nous coupe un peu de nos ressentis. Oui, c'est comme si les douleurs, les émotions, les besoins essentiels appartenaient à une part un peu trop animale de nous. Et comme on serait des sociétés évoluées, il faudrait qu'on soit coupé de ces parts-là. Mais c'est non seulement dommage, mais complètement aberrant. On a besoin d'avoir conscience de nos besoins essentiels pour s'épanouir.
Eh bien, on va aboyer, hennir, faire des cuicuis pendant ces 2 heures et on va revenir évidemment au lâcher-prise. Et en tout cas, je vous invite, comme Liliane qui va réagir dans un instant sur sa manière de contrôler, justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors, Ariane Calvo est avec nous et on parle de notre besoin de contrôle aujourd'hui et on parle de ce contrôle avec vous et notamment avec Lilian, parce que je ne crois pas que ce soit une femme qui est en ligne avec nous. Bonjour Lilian. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Ariane, effectivement, non. Non, il me semble que c'est bien une voix d'homme. Oui, alors merci de me recevoir. Alors moi je voulais parler du contrôle. Pour moi c'est ma manière de me rassurer. En fait, je planifie tout et j'ai l'impression de pouvoir éviter le chaos. Le problème, c'est que je veux aussi contrôler mes émotions et celles de ma compagne. Et du coup, le résultat, c'est des tensions permanentes. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que Ariane Calvo, en tout début d'émission, vous parliez justement de ce besoin de planifier. Exactement. Oui, en fait, j'ai l'impression que si tout est planifié, mes journées, mes finances ou même mes vacances, j'ai l'impression de tenir le chaos à distance et que quand tout est cadré et structuré, je me sens solide. Oui, rassuré en tout cas. Oui. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que la vie ne rentre pas dans un tableau Excel et que du coup, même si avant je pensais que c'était une qualité, quand même d'être organisé, prévoyant, je réalise que ça va beaucoup plus loin. Je cherche aussi à contrôler mes émotions. En fait, quand je suis triste, je me dis c'est pas du tout rationnel. Quand je suis en colère, j'essaye d'étouffer ça immédiatement, comme si en fait le fait de ressentir quelque chose d'intense, c'est plus ou moins une faiblesse en fait pour moi, ou une perte de maîtrise. Et puis après, comme je vous disais aussi, dans mon couple, c'est là où mon besoin de contrôle il fait un peu plus de dégâts parce que j'ai tendance à vouloir anticiper les réactions de ma compagne, à interpréter les silences, à poser trop de questions ou même à vouloir régler les conflits tout de suite. Et du coup, en réalité, j'essaie de contrôler ce qu'elle ressent pour me rassurer. Donc si elle va bien, c'est qu'elle m'aime. Et si tout est clair, alors je me sens aussi en sécurité. Et du coup, des fois, ça crée l'effet inverse, quoi. Elle se sent surveillée, parfois étouffée, quoi. Ouais. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Lilian. Oui. C'est que vous avez l'air d'être assez lucide sur votre besoin de contrôle et c'est le premier pas de la guérison. Oui, alors du coup pour le fait, c'est parce que je suis rentré aussi en thérapie et c'est là que j'ai compris que derrière moi, ce besoin permanent de maîtriser les choses, il y avait surtout une peur profonde, la peur de perdre l'amour, de perdre la stabilité et de perdre le contrôle de mon image, quoi. Quand vous étiez enfant, vous avez été sécurisé, vous vous sentiez en sécurité ou pas ? Non, ce qu'il y a, c'est que dans mon histoire personnelle, j'ai souvent eu l'impression d'être associé à quelque chose de douloureux. Alors c'est pour ça que j'ai développé aussi cette stratégie de vérifier. Associé à quelque chose de douloureux, c'est-à-dire quand il y avait des choses imprévues. À chaque fois, l'imprévu faisait que c'était quelque chose. J'ai pas pu faire ça. Du coup, ça m'a fait mal. J'ai pas pu partir. C'est bénin, mais une fois je devais partir en voyage, j'ai pas pu partir parce que j'ai eu un problème de calcul au rein et ce qui s'ensuit. Donc voilà, je vous dis, c'était à chaque fois. L'imprévu a fait que j'ai pas eu ce que je voulais ou il s'est pas passé ce que je voulais et du coup c'était assez douloureux pour moi et j'ai mal vécu. Vous avez du mal à vous adapter justement à l'imprévu. Vous aimez bien que tout soit par exemple si on vous appelle à 18h pour vous proposer une sortie sympa à 19h, vous dites non? Non, j'apprends maintenant à essayer de combiner parce que j'ai ma compagne aussi qui me pousse aussi là-dedans et c'est aussi les demandes justement avec le thérapeute de vouloir arriver à lâcher prise et de voir autrement les choses, quoi, pour ne pas renoncer justement à ce genre de... Pardon, c'est plus l'anticipation anxiogène qui vous est difficile, c'est ça? C'est-à-dire vous essayez de faire des scénarios par anticipation pour être sûr de ne pas être pris par surprise par une émotion difficile? Voilà, exactement. C'est une manière de me protéger et faire une carapace en faisant ce système-là, oui. Oui.
Mais au fond, j'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un de très colérique, par exemple. Ah non, ça pas du tout. Bon, parce que la seule chose, enfin c'est pas la seule chose, mais la chose la plus embêtante qui peut arriver, c'est quand on est très colérique et tout d'un coup on va péter un câble, si je puis dire. Donc c'est là où en effet il est nécessaire quand même d'anticiper et de ressentir sa colère qui monte avant de la laisser exploser. Mais sinon, qu'est-ce que ça peut faire de laisser une émotion un peu vous envahir, au fond? Voilà, en fait, je sais pas, j'apprends, j'essaie de faire de mon mieux mais voilà, je peux pas toujours tout garantir. Il faut que je sais que je dois accepter que si quelque chose se casse ou ne se passe pas. Mais faire votre mieux pour qui, pourquoi? Pardon, j'ai pas compris. Je dis, vous venez de dire, j'essaye de faire de mon mieux. Donc j'entends, et je vous demande pour qui, pourquoi? J'essaie de faire de mon mieux pour moi, mais aussi pour ma relation aussi, parce que voilà, comme je vous disais, le fait de vouloir tout gérer et justement, est-ce que vous savez, parce qu'on a, moi j'ai remarqué, Ariane Calvo, que les gens qui sont beaucoup dans le contrôle ont du mal, par exemple, à être contemplatifs. Et alors, je vous pose la question, Lilian, est-ce que vous savez rester sans rien faire, à regarder, je sais pas moi, les pigeons sur l'arbre qui roucoulent? Oui, c'est ça, il n'y a pas de souci, oui. Bon, donc enfin, vous me semblez pas si gravement atteint par la nécessité du contrôle. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Ariane Calvo? Je pense aussi que, en fait, ce qui semble difficile, c'est qu'il pourrait se passer d'un certain nombre d'anxiétés un peu inventées. Vous me reprenez, Lilian, si c'est pas ça. C'est-à-dire que par anticipation, on organise des scénarios qui finalement n'auront pas lieu, et donc on perd de l'énergie à avoir peur de quelque chose qui n'existera peut-être jamais. C'est ça qui vous embête, en fait, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'imagine toujours le pire et comment je réagirais s'il se passe ça et ça. Et du coup, j'essaie d'anticiper ce qui pourrait être fait. Et là, Brigitte vous disait, mais pourquoi ce serait le pire? Qu'est-ce qui serait si difficile dans le fait de ressentir quelque chose de douloureux ou de négatif, disons, de la tristesse, de la peur? Qu'est-ce qui serait insupportable pour que vous ayez besoin à ce point de perdre de l'énergie à l'anticiper? Si j'ai bien compris la question de Brigitte. Absolument. En fait, c'est le fait de tolérer l'inconfort et de ne pas maîtriser mes émotions, en fait. Mm-hmm. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à être un bon parent pour vous-même. C'est-à-dire vous accueillir dans vos peines, dans vos émotions, même si elles sont douloureuses. Parce que c'est ça qu'il va falloir travailler, me semble-t-il. Du coup, comment on devient un bon parent aussi? Vous allez l'apprendre en thérapie. Non, mais quand vous êtes malheureux, qu'est-ce que vous faites? Imaginons, vous apprenez, je dis n'importe quoi, mais vous apprenez la mort d'un ami. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez réagir sur le moment? Ça va être la compréhension. Je vais pleurer. Je vais essayer d'aller me remémorer tous les souvenirs. Mais je vais me refermer sur moi-même. Je vais pas aller voir les gens. Mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous allez pleurer. C'est-à-dire vous allez accueillir votre tristesse. Oui, ça c'est la réaction, on va dire, attendue et plus ou moins normale. Ah oui, attendue et plus ou moins normale. Mais c'est pas forcément nécessaire, c'est votre réaction qui compte, c'est ce que vous allez ressentir qui compte. Oui, ça va être vraiment de la profonde tristesse. Si c'est vraiment un ami, même un ami proche, ou un ami, juste une connaissance, c'est toujours la perte de quelqu'un. Vous voyez, je crois que pour l'instant, Ariane va réagir après, parce que je peux me tromper. Je crois que pour l'instant, vous avez encore, d'une manière un peu intellectuelle, compris ce que c'était que l'émotion. Il me semble qu'il va falloir la comprendre du côté du cœur. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Ariane? Alors, je suis totalement d'accord et j'ajouterais, il vous manque la lichette de confiance qui vous permettrait de inscrire profondément en vous que vous allez ressentir quelque chose de difficile, comme pleurer,
par exemple, Oui. de tristesse à la mort d'un ami, mais Oui. que après cette phase de tristesse qui est attendue et normale, comme vous dites, vous savez vous en sortir. Et donc, il n'y a pas réellement besoin d'anticiper pour éviter de vivre des moments négatifs, puisque les moments négatifs vont arriver, que vous savez y réagir de façon adaptée, par exemple en étant triste et en accueillant votre émotion, et qu'après, Mhm. on sait que la vie reprend le dessus et vous n'allez pas rester au fond du seau pendant 10 ans. Vous allez réagir de façon adaptée à la situation quand elle se présentera, si elle se présente. Donc, D'accord, oui. faites-vous Et dans cette confiance. mesure-là, il n'y a pas besoin d'être en permanence en train de l'anticiper, puisque c'est beaucoup plus énergivore que de réagir de façon adaptée, comme vous le feriez si une épreuve devait advenir. Donc faites-vous confiance. C'est ça. D'accord. Bah, écoutez, oui, c'est ce que je vais tenter de travailler justement Oui, avec la faites-vous thérapie. confiance, accueillez vos émotions et laissez-les vous envahir. Vous risquez pas grand-chose, me semble-t-il, puisque vous êtes capable de me dire que vous allez pleurer à la mort d'un ami, que vous n'êtes pas très colérique, donc vous risquez pas grand-chose. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, quand même. Non, oui, bien sûr. Bien sûr, ça me rassure aussi. Merci beaucoup Lilia, merci de votre échange parce que je crois que beaucoup de gens se sont reconnus dans votre témoignage. On se retrouve dans un instant, Ariane Calvo, on va parler du Love Conseil justement, c'est un petit peu un Love Conseil pour vous, enfin en tout cas que vous allez pouvoir vous aussi réagir. Adulte ou enfant, c'est le Love Conseil du jour et puis on va jouer évidemment comme tous les jours avec Passage du désir. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Ariane Calvo est avec nous. Vous parlez beaucoup de nos blessures d'enfance et j'ai pris un Love Conseil où je parle de l'adulte ou de l'enfant parce qu'en chacun de nous, il reste cette part d'enfant, et je dirais heureusement. Et c'est important de la garder, cette part d'enfant, cette part de naïveté. Malheureusement, cet enfant qu'on a en soi, il est souvent négligé, ignoré et pourtant il est là et il est à l'origine de des conflits intérieurs et tout particulièrement dans le domaine affectif évidemment. Et donc il y a une solution assez efficace pour mieux connaître son enfant intérieur, c'est de prendre le temps de choisir des photos de nous lorsqu'on avait entre 3 et 7 ans. Vous en choisissez une petite dizaine et puis de temps en temps vous prenez le temps de bien regarder l'une de ces photos et vous laissez remonter les émotions que va provoquer cette photo et vous allez voir si vous êtes en harmonie. Si ça vous bouscule beaucoup, c'est que peut-être il y a quelque chose à comprendre de vous-même et moi je dirais presque qu'il ne faudrait pas hésiter à mettre sa photo d'enfant préféré dans son carnet afin de lui donner l'importance à cette partie de nous qui existe et qui existera toujours. Qu'est-ce que vous pensez de ce Love Conseil, Ariane Calvo ? Oui, j'adore. J'utilise beaucoup avec les patients qui ont besoin de travailler avec leur enfant intérieur. On parle d'ailleurs, on communique avec les photos de cet enfant-là. On essaye de se remettre en contact avec les rêves qu'il avait, ce qu'il aurait voulu devenir plus tard, les valeurs, tout ce qui était important pour lui ou pour elle, pour voir si on est bien raccord avec notre nature profonde, avec notre personnalité authentique. Et c'est vraiment un exercice intéressant. Effectivement, si on est très bousculé par cet exercice, c'est probablement qu'il y a une blessure d'enfance encore à travailler, qui a été ignorée ou trop profonde pour être guérie en une seule fois, quoi. Ça voudrait dire, Ariane Calvo, que finalement, ce qu'on a aimé, ce qu'on a rêvé quand on était enfant, ça restera en nous toute notre vie, quoi. On n'échappera pas, on peut pas renier totalement l'enfant qu'on a été. Exactement. Jean Piaget, qui est le grand théoricien de la pédagogie francophone, et il disait exactement ça, que c'était essentiel de comprendre quels étaient les rêves, les aspirations profondes, les ambitions, les valeurs de l'enfant et de l'adolescent, parce que si l'adulte arrive à se référer à ça, à respecter et à honorer d'une certaine façon ces ambitions-là, il sera probablement beaucoup plus proche du bonheur que des adultes qui se sont totalement coupés de leurs aspirations d'enfants. Donc c'est vraiment essentiel de bien les connaître et de s'assurer qu'on respecte cet enfant-là, en tout cas dans la symbolique et dans ce qu'il aurait voulu devenir.
Parfois, c'est pas littéralement ça. Si on rêvait d'être pompier, on vous demande pas de devenir pompier à tout prix, mais on vous demande, par exemple, de vous assurer que vous avez un métier qui a du sens dans l'aide aux autres. Ou qu'est-ce que vous cherchiez dans ce métier de pompier que vous pouvez retrouver dans ce que vous faites aujourd'hui? Ou en quoi vous êtes en décalage profond par rapport à ça, et c'est peut-être ça qui vous rend malheureux aujourd'hui, ou en burn-out. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on travaille justement l'astrologie, la vraie, celle avec le thème astral, etc., il y a ces informations qui sont dans le thème, en quelque sorte. On voit ce pourquoi on est destiné, au sens symbolique évidemment du terme. Et puis c'est le moment de jouer avec Sud Radio, et vous pouvez gagner toute la semaine, vous l'avez entendu, ce cracker corps à corps de la marque Passage du Désir. Alors c'est un objet. Enfin non, c'est pas un objet, c'est un package avec 5 objets qui sont très variés, puisque vous avez à la fois un plug, vous avez un mini rabbit, vous avez des cock rings, vous avez des décoquins, et puis vous avez un lubrifiant gourmand pomme d'amour. Voilà. Si vous avez envie de le gagner, ce corps à corps, vous avez la possibilité, en envoyant Brigitte par SMS au 7 20 18. On retrouve maintenant Florian qui nous rejoint. Bonjour Florian. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Donc vous avez une épouse qui s'énerve assez facilement ? Oui, assez facilement, encore plus quand il y a la fatigue, mais oui, elle s'énerve assez facilement, et c'est vrai que du coup, dans ces cas-là, moi, je retiens, je bloque mes émotions pour la laisser s'énerver, pour éviter que ça monte en tension et que ça parte sur un conflit, quoi. Voilà, on pourrait presque dire que c'est une bonne manière de contrôler, mais est-ce que vous avez l'impression que vous en souffrez, ou que ça vous provoque des dégâts à l'intérieur de vous ? Alors, en souffrir en soi, non. Après, sur le quotidien, ça pèse. Je pense qu'effectivement, comme pareil, quand moi je suis un peu plus fatigué ou qu'il y a quelques tensions, je pense que ça vient peser aussi. Mais c'est vrai que je pars peut-être sur encore ce côté bisounours, mais de me dire que si on part sur un truc de calme, ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde, à la fois nous et les enfants. Donc j'essaye de prendre sur moi, de retenir tout pour que ça puisse être plus agréable et plus doux pour tout le monde, quoi. D'accord, mais qu'est-ce que vous ressentez au moment où elle s'énerve ? Un peu d'incompréhension au début, parce que c'est des fois sur des sujets vraiment basiques où est-ce qu'elle peut s'énerver. Donc un peu d'incompréhension de ma part, un peu de peine, de tristesse peut-être aussi après. De me dire comment on peut s'énerver sur des sujets aussi basiques alors qu'il y a des choses bien plus graves en fait. Oui, donc on voit bien qu'il n'y a pas réellement d'émotions qui seraient très. Enfin, il me semble, Ariane Calvo, que on voit ça ne déstabilise pas Florian en quelque sorte. Exactement. J'ai l'impression qu'il a appris en fait à réguler ses émotions pour laisser la place à une expression émotionnelle un peu plus intense, disons, de sa compagne. Mais j'ai le sentiment plus d'une complémentarité, comme vous êtes en train de le dire, Brigitte, que d'une problématique vraiment qui nécessiterait un changement drastique de fonctionnement. Oui, j'ai l'impression que vous êtes très bien adapté, c'est-à-dire que vous prenez pas ça pour vous, en quelque sorte. Vous voyez, c'est pas contre vous qu'elle s'énerve. Il y a beaucoup de gens qui, quand l'autre s'énerve, se sentent agressés ou ont peur. Ça n'a pas l'air d'être du tout votre cas. Non, moi c'est pas du tout mon cas. Par contre, des fois, elle me reproche on va dire d'éviter le conflit, alors qu'elle voudrait qu'on puisse échanger, parler, et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Elle me le reproche justement, et je me demande si elle pourrait pas justement s'énerver, péter un câble ou autre chose, de fait de rester dans mon comportement. Non, c'est intéressant parce qu'elle vous dit, elle vous reproche d'éviter le conflit. Mais oui, en effet, vous évitez le conflit, et on peut le comprendre. Vous n'avez pas envie de conflit. Oui. Elle vous dit pas que vous évitez la communication. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que d'après ce que je comprends, elle s'énerve pour un rien. On va pas se mettre à rentrer en conflit pour un rien. C'est ça. Donc c'est peut-être ça qui mériterait une véritable communication apaisée, à un moment calme, pour qu'elle comprenne bien que vous n'êtes pas en train d'éviter le conflit, vous êtes en train d'éviter la surenchère d'un énervement qui n'a pas de sens.
Oui, ça j'ai essayé de lui faire comprendre, mais c'est vrai qu'elle me dit, mais moi quand je suis dans cette colère-là, c'est parce que j'en ai besoin de l'expulser et que j'aimerais que tu puisses le comprendre et rentrer dans ce débat-là. En fait, elle aimerait Oui, mais vraiment que j'aille me confier. il me semble que vous le comprenez. Ah ben comme j'ai dit tout à l'heure, je comprends pas pourquoi elle s'énerve pour des trucs basiques, mais après je comprends qu'elle s'énerve et j'évite le conflit. Donc elle, c'est ce côté justement de s'échapper qu'elle me reproche, et c'est ça qui je me pose la question, est-ce que c'est intéressant de continuer dans ce schéma-là ou d'essayer peut-être de temps en temps de lui donner ce qu'elle a envie en fait. Mais je ne sais pas si elle si elle sait exactement de quoi elle a envie. Je ne suis pas sûre. Je sais pas. Ariane Calvo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Florent, pardon. Oui, je suis intriguée. En fait, ne le prenez pas mal, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose chez votre compagne de l'ordre d'un agacement, comme si elle avait le sentiment que vous prenez pas votre place ou votre part ou votre responsabilité quelque part dans les événements difficiles qui nécessiteraient une confrontation ou que vous soyez positionné plus clairement. J'ai le sentiment que chez elle, il y a comme un manque de votre positionnement plus ferme ou plus clair. Est-ce que ça peut être ça qu'elle vous reproche ? Ça peut être ça, parce qu'effectivement, elle me reproche des fois d'être trop positive, de voir toujours le verre à moitié plein. Quand il y a des choses qui vont pas, je dis, mais Thierry, ça va bien se passer. Donc oui, ça arrive souvent. Oui, mais moi, je pense que, me semble-t-il quand même, parce qu'on connaît ce genre de personnalité, je crois qu'elle vous cherche, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle vous cherche et elle est embêtée parce qu'elle vous trouve pas. Mais en même temps, c'est pour ça que la relation tient, parce que si elle vous trouvait, ça partirait, je pense que ça pourrait même partir en vrille. Tout à fait. Donc je crois qu'à un moment donné, ça serait peut-être intéressant qu'elle puisse... et là, je pense que c'est une thérapie de couple que vous auriez besoin, et qu'elle comprenne que ce qu'elle attend de vous, c'est presque, vous savez, cette fameuse réconciliation sur l'oreiller, quoi. Elle m'avait déjà dit justement ça, et je lui ai dit, mais on peut passer directement à la réconciliation si tu veux. Donc voilà, à l'époque ça la faisait rire, avec le temps ça l'a fait un peu moins rire, mais oui. Oui, parce que c'est pas. Je pense que c'est une excitation ça provoque chez elle une excitation et elle a envie de vous provoquer jusqu'à ce que ça puisse aborder. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, elle vous a peut-être quand même bien choisi, parce que vous avez l'air d'avoir une... Vous avez, enfin moi, je crois que vous n'êtes pas du tout dans le contrôle. Vous êtes au contraire... Une solidité, ouais. Ouais. Mais merci. Ouais. Mais c'est vrai que c'est gentil le côté thérapie couple. C'est vrai que dans ma tête, des fois, je me dis, est-ce qu'il faudrait qu'elle se fasse accompagner ? Mais c'est toujours difficile de lui dire et d'expliquer. Mais ce côté thérapie de couple, ça permettait de travailler ensemble et de montrer que c'est pas forcément elle en tort et que c'est à tous les deux, on peut avancer, évoluer. Donc c'est une bonne axe de travail. Oui, puis je crois que de toute façon, dans ce que vous me racontez, je la vois pas toute seule décider d'aller en thérapie, parce que alors que si vous lui proposez d'aller tous les deux en thérapie, pour que justement vous puissiez mieux la comprendre, là je pense qu'elle peut l'accepter, parce que vous mettez à son niveau. Oui, tout à fait. Exactement. Et je pense qu'en effet, Ariane Calvo, ça peut les aider, enfin ça peut aider... Oui. C'est une bonne idée, parce que si elle a le sentiment qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas dans sa demande, la thérapie de couple et son effet comme ça, traducteur simultané, va l'aider à s'assurer que vous avez bien compris. Mais par contre, du coup, elle pourra comprendre aussi quel intérêt vous voyez-vous à ne pas entrer dans le conflit et à ne pas l'alimenter et le nourrir surtout, inutilement. Tout à fait. Mais c'est très intéressant, c'est un bel acte de travail, merci en tout cas. Oui, mais ce qu'il y a de positif vraiment, Florent, puisqu'on parle aujourd'hui du contrôle, c'est que là, en l'occurrence, vous n'êtes pas dans le contrôle. Vous êtes au contraire plutôt dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous acceptez de la laisser un petit peu rugir sans vous sentir agressé. Et vous avez trouvé une façon de vous adapter qui ne vous met pas, qui ne vous demande pas beaucoup d'efforts, si je puis dire.
Oui, c'est ça, mais c'est vrai que j'avais l'impression de prendre le contrôle de mes émotions, de les retenir pour éviter le conflit, mais vous avez raison qu'en fait c'est une façon de lâcher justement ces émotions, ces mauvaises énergies, mauvaises émotions. Donc oui, c'est vrai que je pense à force de me dire ça, je me suis mis dans cette position, mais effectivement c'est peut-être une position plutôt de lâcher prise que j'ai, oui. Enfin, je crois, hein, Ariane Calvo, il me semble que le Florent, Ouais, c'est exactement ça. Il s'adapte. Et le lâcher prise, il finalement... hyper adapte, même. Oui, merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est important parce que, encore une fois, on décode avec votre témoignage. Hein, peut-être qu'elle nous dirait autre chose, mais dans ce que vous nous dites, et puis on voit bien, vous n'avez pas, vous en payez pas cher le prix de cette adaptation. Donc c'est ça qui est toujours intéressant et important. Quand on arrive à s'adapter au comportement de l'autre sans que ça nous blesse, sans que ça nous mette en tension, etc. Tout va bien. Oui. Alors, non, mais c'est vrai. Écoutez, essayez de voir comment vous pouvez peut-être tous les deux aller en parler pour mettre à plat ces demandes, parce que c'est finalement derrière ces pics qu'elle vous lance, ces manières de s'énerver pour rien, c'est certainement une demande qui n'est pas très claire, mais qui peut-être peut être éclairée par quelqu'un. Ok, mais oui, et qui génère des tensions inutiles entre vous, en tout cas. Même si c'était légitime, c'est pas comme ça qu'on demande des changements. Donc autant aller poser les choses de façon saine et adulte, quoi. Absolument. Merci beaucoup Florent, merci à vous. On retrouve dans un instant Fiona qui contrôle également tout, même son alimentation, elle nous raconte dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Ariane Calvo qu'on parle du contrôle, de notre besoin de contrôle. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes autrice également de nombreux ouvrages, dont l'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Et on continue avec Fiona qui nous rejoint. Bonjour Fiona. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Donc vous contrôlez même votre alimentation. Hein, à la totalité de ma vie. Ça doit être épuisant. Ça me rassure. Ça vous rassure, donc, oui. Certainement épuisant, mais je suis dans le contrôle de tout ce qui peut m'incomber. Dans le sens où je ne laisse pas la place à l'imprévu. Jamais. Et c'est quoi l'imprévu ? C'est quoi l'imprévu pour vous, justement ? Tellement de choses. Le plus flagrant pour moi, c'est par exemple être en soirée. Oui. Tout le monde boit, tout le monde s'amuse. Je ne bois pas et je veux contrôler tout ce qui se passe. Je lâche pas prise. Je regarde. Je suis plus observatrice que actrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère. Oui, bien sûr. Mais voilà, du coup, même question que pour deux invités précédents, qu'est-ce qui pourrait se passer de si grave qu'il faudrait l'anticiper ? Je ne le sais pas. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait se passer effectivement pour que je ne lâche pas prise ? Je me dis que si je bois, par exemple, je pourrais faire ou dire des choses que je regrette. Donc c'est une façon de ne pas vous faire confiance à vous ? C'est en votre réaction en cas de problème que vous ne faites pas confiance ? Qu'est-ce que vous seriez capable... C'est compliqué, hein, oui. Mais qu'est-ce que vous seriez tout d'un coup capable de dire ? Imaginons, vous avez bu un peu, comme vous buvez jamais, ça vous monte vite à la tête. Qu'est-ce que vous seriez capable de dire ? Je ne sais pas parce que je le fais pas. Donc je sais pas jusqu'à quel point je me retiens. Ça serait dire des choses je sais pas. Ça serait intéressant d'aller au bout de justement de vos peurs, parce qu'au fond vous ne savez pas ce que vous seriez capable de faire. Donc on voit bien que là c'est bridé de partout. Ah oui, c'est bridé de partout. Mais vous pourriez déjà débrider de vous à vous. C'est ça que je veux dire. Si déjà vous pouviez imaginer ce que vous seriez capable de dire ou de faire, ça va déjà libérer quelque chose. Ouais.
J'ai toujours peur qu'on me juge. Voilà, moi, le jugement des autres. Eh ben voilà, on y arrive. Vous avez peur qu'on vous juge. Non mais attendez, c'est important ce que vous venez de dire. Parce qu'on voit... Malheureusement, je crois que c'est ça qui gère ma vie. C'est le jugement des autres. Et alors, en quoi l'alimentation, gérer votre alimentation, vous avez peur qu'on vous juge de ce que vous mangez ? Non, de mon apparence physique. D'accord. C'est-à-dire que vous ne voulez pas grossir, vous voulez rester... Exactement. D'accord. Donc, c'est exactement ça. Je fais du sport. Par exemple, actuellement, je cours. Oui. Tous mes collègues sont sur Strava, qui est une application sportive. Je ne m'y suis pas mise parce que je ne veux pas Qui que sache. les gens sachent, exactement. Parce que je ne veux pas qu'on juge mes exploits, entre guillemets, sportifs. Donc je suis même dans le contrôle de ça. Je ne veux pas. Donc même des choses positives, vous voulez dire vous avez peur que quelqu'un y ait accès ? Oui. Par peur de quoi ? Que ce soit jugé négativement ? Exactement. Ah oui. Donc que par exemple, il pourrait se dire, mais elle fait tellement de sport qu'en fait elle est anorexique ou je sais pas. Non, elle court trop lentement, elle est trop grosse pour faire ce sport-là. Donc de toute façon, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc de toute façon, dans votre tête, Fiona, on va forcément vous juger négativement. C'est ça. Oui. Vous voyez, ça c'est... Non, on avance. Le jugement n'est jamais positif. Oui, alors qu'on pourrait... Je pense moi. Oui, donc on voit bien qu'il y a un manque de valeur que vous attribuez tellement vous êtes persuadé qu'on va mal vous juger. Oui. Et puis très peu de confiance dans les autres aussi, parce que il y a la façon dont vous voyez qui est très dure, hein, on sent que vous êtes très très dur avec vous-même, mais il y a aussi la façon dont vous pensez que les autres vous voient qui est également très sévère. Est-ce que vous êtes sévère avec les autres ? Vous les jugez facilement ? Je sais pas. Je pourrais dire oui, je pense. Vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas ? Oui. J'ai un mari. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il vous juge ? Oui. Donc il y a une sorte de regard sans arrêt sur vous qui fait que vous avez besoin de tout contrôler. On pourrait dire ça. Exactement. Oui, mais même pour faire l'amour, je contrôle tout, la totalité, l'heure, j'imagine. de comment il doit me voir, je ne suis pas du tout dans le lâcher prise. Pas du tout. Même en plein acte, c'est pas possible. Je crois qu'il va falloir à un moment donné commencer des tout petits pas qui vont vous permettre de lâcher un peu quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est le domaine qui serait le plus intéressant de votre vie, où vous avez le plus de plaisir. Si je sais que le mot plaisir déjà doit être un peu difficile pour vous, mais quel serait le domaine dans lequel vous pourriez avoir le plus de plaisir ? Je ne sais même pas. Ouais. Le silence en dit long. C'est vrai que j'ai appelé pour dire, bon, effectivement, je ne suis pas dans le lâcher-prise, mais je ne pensais pas que vous puissiez... Voilà. On veut pas vous mettre mal, Fiona, on veut surtout pas vous mettre mal à l'aise. Au contraire, on veut vous aider. Mais moi, oui, tout à fait. Mais je crois que si vous pouviez trouver quelque chose où vous vous réalisez un tout petit peu, que ce soit par exemple le dessin, que ce soit le jardinage, dans un tout petit domaine, si vous pouviez juste un tout petit peu laisser votre part d'imaginaire et de créativité agir au lieu de vouloir faire, je pense que ça pourrait être un début, parce qu'il faut démarrer tout petit, vous voyez. Brigitte a raison. Il faut démarrer tout petit et dans un champ d'activité qui n'aurait pas d'incidence trop grave ou trop douloureuse en cas de petits échecs. Vous voyez, vous pouvez vous permettre de progresser petit à petit sans que ce soit paniquant si c'est pas le cas.
Vous voyez, donc essayez de trouver Oui. dans quel domaine. Alors, j'ai parlé du jardinage, du dessin, mais je pourrais parler de... Alors, le sport, vous avez peut-être une possibilité de faire quelque chose de plus récréatif. Et je pensais par exemple à la danse. Enfin, et essayer vraiment dans un tout petit domaine de faire, de ne pas le faire, mais d'être dans le plaisir d'être. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, Fiona? Je comprends. Mais ça fait 40 ans et ça fait 40 ans que je crois que je n'y arrive pas. Eh ben, prenez. pour ça. Il faut trouver quelque chose de vraiment de vous à vous, où vous pouvez juste avoir le plaisir d'être. Parce que si vous la prenez dans un petit domaine qui est simple et sans trop d'incidence, vous pourrez ensuite le reproduire dans d'autres champs. Mais je vous assure, ça vaut le coup d'essayer. C'est gentil. Je vais essayer. Et vous trouverez bien un petit truc. Ça peut être même faire la cuisine, ça peut être pourquoi pas même écouter de la musique, chanter, enfin qu'importe. Mais faites-le, je vous assure, ça va des tout petits pas. Et à un moment donné, vous allez peut-être avancer. Et puis si vous voulez, on en reparlera quand vous voulez, évidemment. Et de toute façon, déjà d'avoir appelé, c'est bien parce que ça vous a ouvert peut-être un petit horizon. Vraiment, oui. Merci beaucoup, Fiona. Merci à vous. On continue bien sûr dans la deuxième heure. On voit à quel point on peut être esclave du contrôle, en quelque sorte, parce que c'est terrible, parce que finalement ça nous coupe du plaisir de vivre, tout simplement, me semble-t-il. Exactement, c'est ce qu'on se disait en introduction, Brigitte, c'est que à force de se couper du danger, on se coupe de toute la vie et de tous les ressentis pleins et heureux aussi que ça peut comporter. Je vous ai trouvé une devinette, Ariane Calvo. Vous aurez le temps des infos pour me trouver la réponse. Quand une femme crie effrayée « Oh my God, qu'elle est grosse !» de quoi parle-t-elle? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Ariane Calvo, psychologue clinicienne. On parle du contrôle aujourd'hui. On a abordé le contrôle parce que le contrôle, c'est justement ce qui nous empêche d'être dans le lâcher prise, qui est l'ouverture au plaisir et notamment dans l'intimité. Ariane Calvo, on a bien vu depuis 14 heures à quel point le contrôle nous donne l'impression qu'on va se protéger, qu'on va se sécuriser et en même temps il nous coupe souvent de cette part de créativité qu'il y a en nous, de cette part de joie, tout simplement. Exactement. Cette part de joie, de confiance, de plaisir simple, de plaisir plein. C'est vraiment comme si ça nous coupait de l'essentiel, de ce qui donne goût à la vie. Et alors, ce qui est drôle quand même, je trouve, c'est que quand on regarde les enfants, les jeunes enfants, ils sont pas du tout dans le contrôle. La preuve, c'est qu'ils vont tomber, ils vont se relever. Enfin, ils n'ont pas peur. Alors, est-ce que c'est l'éducation qui nous rend comme ça dans le contrôle ? C'est un excellent exemple parce qu'effectivement, tous les enfants commencent par être dans une forme de liberté, y compris de l'échec, de l'erreur et de la chute, comme vous le dites très bien. Et puis, arrivés à l'âge adulte, la plupart d'entre eux sont complètement réfrénés, inhibés et doivent réapprendre à lâcher prise et une confiance, parfois même en thérapie, pour pouvoir exister pleinement. Donc, je pense effectivement que c'est et l'éducation et surtout la peur qu'ont pour nous les éducateurs qui projettent sur nous, qui nous transmettent et qui nous empêchent petit à petit de vivre en confiance parce que on nous transmet qu'il faudrait avoir peur, qu'il faudrait anticiper la peur, le danger, l'évaluer en permanence et donc ça finit par prendre toute la place alors que si on nous transmettait une forme de confiance oui, le danger peut exister et il faut être vigilant. Oui, les épreuves, les échecs, les difficultés de la vie vont advenir, mais ça fait partie du paysage comme d'autres événements de vie heureux ou neutres. Et tu sauras y faire face parce que tout ce qu'on t'apprend, ça te donne les clés, les outils pour faire face comme tout le monde à ce qui se présentera dans ta vie. Eh bien, on pourrait vivre le moment présent de façon beaucoup plus légère. Oui. Et en confiance.
Évidemment. Donc, on va continuer bien sûr avec Sophie dans un instant. Mais je voudrais la réponse à ma devinette d'abord. Qu'est-ce qu'une femme crie quand est-ce qu'une femme crie effrayée? Oh my God, qu'elle est grosse! Mais alors, ce qui m'inquiète dans votre devinette, c'était le fait qu'elle soit effrayée. Parce que une grosse, on a tous pensé à la même chose, j'imagine. C'est pas du tout effrayant, il me semble. Eh oui, oh my God, qu'elle est grosse, c'est quand elle est face à une araignée. C'est bien. Oh mon Dieu, j'aurais dû y penser. Bien sûr. Oui, évidemment. Bonjour Sophie. Évident. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'allais parler du contrôle dans la relation, dans le couple. Dans la relation intime. Oui, intime ou pas forcément intime, enfin dans le couple en général, puisque je me suis rendu compte, je suis adepte de l'introspection et je me suis rendu compte que je ne suis plus du tout dans le contrôle dans ma relation actuelle qui dure depuis 15 ans. En revanche, je suis dans la soumission avec joie et bonne humeur. Chose que ça a toujours été un de mes fantasmes, mais je me le suis jamais autorisé jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon actuel qui est parfait. Et en revanche, dans mes autres relations, j'ai toujours eu besoin d'exercer des formes de contrôle différentes. Alors ça allait de l'insécurité quand mon partenaire devait se déplacer ou sortait quelque part sans moi. Là, c'était absolument abominable. Je comptais les minutes. J'essayais de regarder combien de temps ça devrait mettre d'aller du point A au point B, à quelle heure il serait raisonnable qu'il rentre, parce que voilà, et ça me rongeait. C'était absolument abominable. J'essayais d'imposer mes choix aussi. Je n'acceptais pas qu'on ne lise pas les livres que j'aime. Je n'acceptais pas qu'on n'aime pas les films que j'aime. Ça me gênait. Je trouvais ça bête. Je trouvais ça dégradant. Et alors ça n'a pas trop porté à conséquence. Ça a porté à conséquence, mais disons que je n'ai gâché aucune relation à cause de ça, sauf celle qui ne valait pas la peine d'être vécue, donc j'ai pas de remords. Mais c'est vrai que ça me fait rire quand je me compare à comment j'étais avant et comment je suis maintenant, parce que là par exemple je suis avec quelqu'un qui... Oui, mais en même temps je trouve que ça a beaucoup de sens, Sophie, parce que en étant dans une soumission à l'autre, vous lui avez donné toutes les rênes et donc c'est lui qui contrôle. Et quelque part, vous n'avez plus de marge de contrôle et ça vous rassure. Puisque c'est lui qui contrôle. Voyez, vous voyez ce qui il me semble, Ariane Calvo, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je suis pas très inquiète pour votre capacité à vous récupérer, mais là, c'est comme si vous aviez besoin de revenir en vous-même, que vous étiez perdu dans l'autre un peu. Non, j'ai pas du tout cette impression. Non, si vous êtes heureuse et que vous vous sentez bien, c'est que ça vous convient bien. Mais c'est une manière, si vous voulez, de comment dirais-je, de lâcher justement le contrôle qui vous permettait de vous sentir en sécurité, en donnant tout le contrôle à l'autre, en qui vous avez certainement totalement confiance. Et puisque ça fait 15 ans que vous êtes avec lui, c'est que ça fonctionne pour vous. Oui, c'est la grosse différence en fait, c'est que je lui fais confiance et je ne faisais pas confiance aux autres. Et je me fais confiance aussi. Et ça a été plus compliqué de me faire confiance. Oui, je suppose que cette soumission, elle s'est faite au fur et à mesure. Vous êtes aujourd'hui totalement soumise parce que vous lui faites confiance et vous faites confiance. Ça s'est pas fait en un jour, ça. Si, ça s'est fait depuis le début, oui. Alors ça a été une révélation. Oui, complètement. Oui. Ça a été logique. Voilà. Mais vous n'avez pas le sentiment de lui avoir délégué votre sécurité, d'une certaine façon? Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Ça me fait réfléchir. D'accord. Ok. Mais j'en ai pas l'impression. Ce qui m'étonne et ce qui me fait rire, c'est que il a des goûts très différents des miens. Donc, par exemple, lui, il aime bien les films avec Jason Statham, les choses comme ça. Moi, c'est pas du tout. Je suis très littéraire, lui pas du tout. Il lira jamais un livre de fiction. J'écris, il lit pas ce que j'écris. Mais ça me gêne pas du tout. En fait, qu'il soit différent, ça me gêne pas du tout. Alors qu'avant, je ne supportais pas qu'on soit différent de moi parce que j'avais peur de pas pouvoir contrôler peut-être
là où leurs pensées allaient les amener, ou les choses qu'ils seraient en mesure de faire si moi je n'étais pas dans leur tête, quoi. Non, mais vous avez, c'est la révélation de l'amour au sens justement de révélation. Après, la question qui pourrait se poser, c'est si un jour il était plus là. Je pense qu'il y aura un petit moment de déstabilisation qui risque d'être difficile pour vous. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de problème. Oui, sans doute. Ça m'arrive d'y penser, mais oui. Je me rattraperai sur mes chiens. Non, parce que vous ne pourrez pas être celle qui se soumet, c'est eux qui se soumettent, les chiens. Je ne pourrai pas. Mais ils me tiendront en sécurité, donc ça m'ira. Non, mais de toute façon, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Forcément, pendant ces 15 ans, vous avez fait l'inverse en quelque sorte. Oui, l'inverse de ce que je faisais jusqu'à maintenant, oui, ça, c'est sûr. Et on sait très bien que l'inverse, c'est la même chose en psychologie. Enfin, si on simplifie, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais quelque part quand même. Oui, sauf que là, ça m'a heureuse et avant, j'étais misérable. Oui, vous vouliez dire, Ariane ? Oui, en tout cas, faire l'inverse, ce n'est pas se responsabiliser de ce qui nous manque ou de ce qui nous fait souffrir. C'est trouver une solution un peu radicale et un peu, comment dire ça, de façon délicate. Oui, c'est une défense qui nous convient. Dans l'évolution, effectivement, on a tendance à faire des grands coups de balancier comme ça d'un fonctionnement à l'autre avant de trouver quelque chose de plus équilibré. J'ai l'impression que c'est un petit peu votre démarche. C'est-à-dire que vous avez petit à petit pu commencer à vous faire confiance parce que dans un premier temps, vous avez pu totalement faire confiance à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça correspond mieux si on le dit comme ça? Non, je suis pas d'accord avec ça, mais ça, vous pouvez pas le savoir. C'est parce que justement, cette relation fonctionne, je pense, parce que c'est la première fois que je m'autorise à choisir quelqu'un. Donc, j'ai pas attendu qu'il soit là. Voilà, c'est moi qui ai vraiment pris la démarche de dire mais je m'en fiche en fait, puisque les gens vont penser de moi, parce que il était très mal vu de tout le monde, et donc j'ai foncé parce que j'ai eu la conviction et l'intuition que c'était la personne qui me convenait, et j'ai bien fait. Oui, mais peut-être que vous avez inconsciemment senti qu'avec lui, vous pouviez lâcher prise, justement. Mais en tout cas, si ça fonctionne bien, encore une fois, moi j'ai toujours tendance à dire on ne touche pas quand ça marche, hein. Surtout pas. Exactement. Merci Sophie, merci beaucoup. On va retrouver Karen dans un instant qui va nous parler du lâcher-prise qui n'est absolument pas dans sa nature. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue avec Ariane Calvo qui est toujours avec nous. C'est un sujet très riche, Ariane Calvo, le contrôle. Hein. On voit bien à quel point il est de toute façon omniprésent. Et puis après, chacun fait comme il peut. Hein. C'est exactement ça, mais quand même, globalement, j'ai l'impression que personne ne défend le contrôle corps et âme comme étant la solution ultime. Tous les participants ont le sentiment qu'il faudrait quand même réussir à sortir de ça pour être heureux. C'est comme une sorte de pis-aller, c'est-à-dire il vaut mieux être dans le contrôle qu'être dans la panique permanente, ça c'est certain, mais on sent bien qu'ils aimeraient bien arriver vers quelque chose d'un peu plus calme et confiant. C'est peut-être ce que va nous dire Karen aussi. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Oui, alors moi j'ai été très longtemps dans le fait de ne pas lâcher prise, de vouloir tout contrôler. Et j'ai encore du mal. Alors j'y arrive petit à petit, hein, mais grâce aux thérapies, grâce à l'âge, grâce à l'expérience. Mais en fait, le fait de vouloir tout contrôler, pour moi, ça me sécurisait. J'étais vraiment dans l'idée de dire, alors j'ai échafaudé plein de plans, j'avais envisagé moult de situations et j'avais des réponses à toutes les situations. De manière à pas être prise au dépourvu, y compris pour les autres. C'est-à-dire qu'il fallait que j'avais tendance à
assez dirigiste parce que ça me rassurait en fait. Le fait d'avoir le contrôle, ça me rassurait forcément. De toute façon, Karen, on a tendance toujours à vouloir pour les autres ce qu'on fait pour soi. Hein. Ça, c'est une règle Mais c'est intéressant quand vous dites pour les autres, c'est pour vos enfants, votre conjoint, vos amis? Mon conjoint, comme je m'étais trouvée dans une situation à devoir prendre des responsabilités assez jeunes et qui n'étaient pas de mon âge, on va dire, en fait, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'était pas dans la potion magique, mais c'était dans la prise de responsabilité. Et après, j'ai été formatée comme ça, en fait. Et donc, le fait que tout soit bien rangé, que tout soit bien à sa place, que tout soit prévu, organisé, structuré, ben, ça me rassurait. Et un jour, j'ai une thérapeute qui m'a dit, mais c'est parce que vous faites pas confiance. Et en fait, il y a eu un petit déclic quand elle m'a dit ça, donc j'ai accepté d'en discuter. Et maintenant, j'arrive, c'est pour ça que je dis que je me soigne, mais j'arrive à davantage avoir, pas à faire du on-off comme notamment la personne précédente. Enfin, vous l'évoquiez avec la personne précédente, parce qu'on a tendance à effectivement, c'est pas forcément bon, on va dire non plus, mais à lâcher sur tout un tas de choses. Oui. Et je vois avec mon mari, c'est vrai que mon mari actuel, il prend les sujets. Donc quand je sens qu'il prend les sujets, je m'en désintéresse pas, mais j'accepte de lâcher prise. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas souvent que ça arrive, je reconnais, mais il y a des sujets où je sais que lui il aime, donc il va le faire et ça me va bien. Oui, Ariane, vous vouliez réagir? C'est comme si vous aviez eu besoin de cette réponse-là. Oui, c'est comme si vous aviez eu besoin de cette réponse-là dans un premier temps parce que c'était celle à laquelle vous aviez le plus accès facilement, disons, celle qui vous semblait le plus accessible avec les outils que vous aviez à ce moment-là, dans une situation que je comprends d'urgence en quelque sorte, et qu'ensuite vous avez pu, parce qu'une thérapeute vous a dit que d'autres fonctionnements étaient possibles, mettre en place quelque chose de plus reposant et plus agréable pour vous, quoi. Plus juste aussi. Oui, et puis surtout, je pense aussi moins intrusif pour mon environnement aussi, parce que j'avais tendance à prendre des sujets où j'avais pas lieu d'être et de me faire un monde aussi. Alors comme je suis très angoissée et anxieuse, je me faisais un monde de plein de choses et donc le fait d'essayer d'avoir un maximum le contrôle et la maîtrise, ça me rassurait aussi. Bien sûr, de toute façon. Cette partie anxieuse. Ce qui peut peut-être être intéressant dans votre témoignage, Karen, c'est qu'à mon avis, le fait que vous puissiez justement lâcher de temps en temps quand votre mari prend les commandes, si je puis dire, et que ça se passe bien, ça doit vous redonner confiance en votre couple, ça c'est sûr, mais en vous aussi, non? De voir que vous pouvez lâcher justement un petit peu. Oui, alors redonner confiance, je suis pas certaine, mais ça me comment je vais dire, ça me rassure dans le fait que je sois capable de lâcher et que je m'en sente bien en fait. En fait, ça m'enlève au final, je me rends compte que ça m'enlève un poids que je me mettais toute seule. Et que petit à petit, le fait de me délester de certains sujets, ça allège et ça me permet d'être moins stressée, moins anxieuse. Alors, je pense à quelque chose, je vais donner l'info tout de suite parce que c'est vraiment un exercice intéressant pour juger de notre capacité à lâcher. C'est un exercice, on se trouve, on est debout, et il y a quelqu'un qui est derrière nous. Et notre objectif, c'est d'accepter de tomber en arrière sur la personne qui est derrière nous et qui va donc nous retenir. Il n'est pas question évidemment de se casser la figure. Et ça, c'est un petit exercice, j'y pense à l'instant parce que il m'est venu, que je peux proposer à tous ceux qui nous écoutent. Essayez de faire cet exercice avec évidemment quelqu'un de confiance. Il n'est pas question de... Et voyez combien de temps il vous faut pour arriver à partir en arrière. Et généralement, il faut un tout petit peu de temps, même si on est sûr de la personne qui est derrière nous. Vous connaissiez cet exercice, Ariane Calvo ? Oui, je l'ai même fait en me
tombant en arrière d'une table et on était retenus lors d'un stage sur la peur justement et on tombait en arrière entre les mains des autres participants. C'était extrêmement intéressant, tétanisant, mais en même temps vraiment libérateur de voir concrètement dans son corps ce que ça peut être la confiance en l'autre. Voilà, donc c'est un petit exercice que tout le monde peut faire et qui est très simple, mais qui va vous permettre de vous rendre compte dans votre corps justement quelle est votre capacité à lâcher. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que petit à petit, avec les expériences, avec le temps, ça vient. Mais il y a des moments où on sent. Parfois, ça peut être sur des petites choses. Donc entre guillemets, on va se dire c'est pas grave. Mais quand c'est des choses sur des choses plus importantes, maintenant, j'arrive à peu près à l'identifier. Donc déjà l'identifier, c'est pas mal. Et c'est puis après, début. je me dis bon, est-ce que vraiment il faut que je prenne le point et qu'il faut que je lâche pas? Ou est-ce que il faut que ou est-ce que je peux lâcher? C'est intéressant parce qu'il ne faut pas systématiquement lâcher. Donc effectivement, vous avez raison. Il y a une évaluation à faire de où est la réponse juste, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Alors, en plus, je pense qu'il y a une question de confiance, parce qu'en fait, en moi, j'ai confiance. Je sais que si je prends quelque chose, enfin un sujet, je vais le mener à bien le mieux possible, et accepter de faire confiance aux autres, c'est aussi, enfin pour moi, ça me fait un peu, ça me fait comme si je grandissais un petit peu. Mais alors ça fait comme si je grandissais d'une certaine manière. C'est fabuleux ce que vous venez. J'acquirais de la maturité. Oui, mais c'est fabuleux ce que vous venez de dire, parce qu'on a bien compris au début de votre témoignage que c'est très jeune qu'on vous a mis avec plein de responsabilités, et donc à un moment donné, oui, vous pouvez lâcher ce rôle qui n'était pas le vôtre. Quand on vous l'a donné, vous étiez trop jeune, et vous pouvez grandir et vous pouvez laisser de côté cette personnalité qu'on vous a imposée et qui n'était pas de votre âge. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça j'en ai pris conscience bien plus tard, et à mon détriment, parce que au bout d'un moment c'est trop lourd, et puis il y a forcément, enfin on a des retours de bâton qui sont pas forcément très agréables, et là c'est d'autant plus difficile parce qu'on comprend pas pourquoi on a un retour de bâton comme ça, alors que on a pris le point, on s'est investi, on a fait plein de choses, on a essayer de mener à bien, et puis bing, ça nous revient en pleine figure. On se dit mais mince, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mal fait, et là on se remet en question et on repart dans des ruminations qui sont pas forcément productives. Bon, je crois que vous avez fait déjà un bon travail, Karen, pardon. Et Ariane aussi, d'ailleurs, vous avez fait un bon travail pendant 7h30 où vous nous avez tenu compagnie. On va vous lâcher, Ariane Calvo. Je sais que vous avez d'autres occupations. Et puis, dans un instant, on va parler d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Les hommes non plus n'aiment pas les cons ». Et donc, c'est Sarah Baruch qui sera avec nous. Et j'ai eu envie de parler de ce livre parce que c'est bien qu'il y ait des femmes qui aient envie de réconcilier et les hommes et les femmes. Et on en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous accueillons maintenant Sarah Baruch. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai reçu ce livre, Les hommes non plus n'aiment pas les cons et le féminisme ne se fera pas sans eux. C'est aux éditions HarperCollins. Et alors c'est un livre qui fait je ne sais même plus combien de pages, mais qui perd son poids, 650 pages. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir une jeune femme, parce que vous êtes très jeune, une jeune femme qui a subi des violences de la part d'un homme et qui a eu envie de prendre la parole pour justement montrer à quel point le féminisme ne pourra pas fonctionner si on ne le fait pas ensemble. C'est un peu le but de ce livre. On vous a je crois que vous aviez sorti un livre qui a énormément marché, qui a été très médiatisé. Ça s'appelait 125 et des milliers, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait une chronique dans votre émission déjà.
Et ce livre 125 et des milliers, là vous parliez des 125 féminicides qui ont lieu pratiquement chaque année et qui sont donc des femmes tuées par leurs conjoints. Vous avez parlé aussi de la violence que vous avez subie vous en tant que femme, hein. Oui, tout à fait. En fait, je vois pas pourquoi ce serait incompatible. Moi, aujourd'hui, le succès du livre 125 et des milliers, et puis ensuite du documentaire Vivante sur mon histoire, qui est toujours disponible sur Canal+, et surtout les actions que je mène dans mon association, j'accompagne chaque mois à peu près 200 victimes de violences conjugales. J'ai moi-même subi un viol qui n'était pas la personne qui m'a maltraitée dans le cadre de la relation que j'ai eue et où j'ai eu ma fille. Mais en gros, si on raconte aux victimes qu'il n'y a pas d'espoir après, qu'il faut renoncer à l'amour, il faut renoncer aux relations, est-ce que vraiment on leur donne envie d'aller chercher autre chose dans leur vie? L'objectif pour moi du féminisme, c'est de trouver le moyen de parler suffisamment clairement pour que les relations femmes-hommes abîment moins. Pas de prendre une revanche sur les hommes et pas de faire en sorte de cliver la population et de mener une guerre contre la moitié de la population mondiale. Enfin, je vois pas en fait en quoi ça aide en premier les victimes. Et donc j'ai eu envie de faire ce livre, effectivement. Alors, ça me fait plaisir de vous entendre, Sarah Baruch, parce que je pense qu'en effet, là où le féminisme actuel se trompe, c'est de victimiser trop les femmes, parce que quand on reste victime, on ne peut pas se libérer de sa condition de femme soumise, maltraitée ou je ne sais quoi. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que vous-même, vous avez été victime et que vous êtes jeune, donc c'est un message d'espoir que vous êtes en train de me donner, et ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment ravie de vous recevoir. Alors dans ce livre, oui, je vous en prie, allez-y. Il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans victime. C'est un binôme. Et donc à partir du moment où on veut sortir de cette relation qui nous a tant abîmés, rester la victime de la personne dont on veut s'éloigner, ça nous cantonne à être lié à cette personne et donc à souffrir encore. Donc moi, ce que je dis toujours aux victimes qui viennent me voir dans mon association, victime, en fait, c'est pas un métier, c'est pas une identité, c'est un terme juridique qui prend un début et une fin, mais c'est surtout pas quelque chose dans laquelle il faut s'ancrer parce qu'on se punit soi-même, en fait. Vous le dites bien dans votre livre, hein, que de toute façon il y a des féministes qui sont absolument pas d'accord avec vous et qui sont pas du tout d'accord avec moi non plus d'ailleurs. Et est-ce que au fond, quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas parce qu'on n'a pas fait le clair sur ces zones d'ombre et sur peut-être les choses dont on a souffert et qu'on n'a pas encore suffisamment élaboré? Moi, je crois qu'il y a plusieurs, en tout cas 2 catégories de féministes. Il y a des catégories de féministes qui sont d'anciennes victimes et qui cherchent à se réparer, à trouver un sens à leur vie, à trouver une place dans la société. Et il y a des féministes, je dirais, d'idéologie, qui ont des projets politiques et qui donc sont dans une dynamique de revanche plutôt que de construction. Et donc, qui cherche à nommer un coupable, qui cherche à finalement semer une forme de chaos à travers la revanche. Moi, j'ai accordé suffisamment de temps à l'obscur, au noir dans ma vie, dans la mesure où j'étais perdue et que je ne savais plus comment m'orienter. Aujourd'hui, j'ai envie de lumière. J'ai envie de croire que l'amour est possible, même si j'ai été très abîmée, que ce que j'ai vécu, ça m'a fait beaucoup de mal, mais que autre chose est possible. Et je pense que c'est ça qu'il faut nourrir et pas encore plus de noirceur. Oui, mais c'est la fameuse, c'est la fameuse parabole de l'huître, hein, qui prend un caillou et qui en fait une perle, au fond. Moi, j'aime bien les perles. Oui, non, mais je veux dire, votre parcours, c'est ça, c'est que vous partez avec un caillou et vous en faites une perle. Mais c'est venu des rencontres que j'ai faites. Vous savez, quand j'ai écrit le livre 125 et des milliers, j'ai eu cette idée quand
6 jours, très exactement, après m'être enfuie avec mon bébé de 16 mois sous le bras, m'être réfugiée chez mes parents et me prendre dans la figure toutes les démarches que j'avais à faire, les convocations par les assistantes sociales, la police, etc. La culpabilité aussi que je nourrissais vis-à-vis du père de ma fille, parce que lui-même, finalement, était un enfant qui avait subi de la violence. Et quand lui me maltraitait, je voyais l'enfant qui n'avait pas guéri plutôt que l'adulte qui était incapable de se prendre en charge. Et donc, il n'était pas responsable d'être malade, mais il était responsable de pas se soigner. Et j'ai mis des années à comprendre la différence. Et donc, quand j'ai eu envie de comprendre s'il y avait d'autres femmes qui, finalement, avaient vécu ce que j'avais vécu et ressentaient ce que je ressentais, j'ai rencontré, bien sûr, des mamans endeuillées qui avaient perdu leur fille, mais j'ai rencontré aussi des papas, j'ai rencontré des frères, j'ai rencontré des petits garçons qui ne savaient même pas si la violence c'était un virus ou pas, et si en s'attachant à des filles, plus tard, ils risquaient de devenir des meurtriers, et donc ils préféraient ne jamais parler de leur colère, d'avoir un papa en prison et une maman morte, ne jamais s'attacher à personne au cas où la violence s'emparerait d'eux, comme si ça venait comme ça de nulle part. Et ils m'ont fendu le cœur. Je peux pas vous dire mieux. Donc je me suis dit, mais mon combat, ça peut pas être de créer une guerre des femmes contre les hommes, parce que en fait, dans les féminicides, il y a aussi des enfants, petits garçons, qui sont co-victimes. Il y a aussi des papas qui sont co-victimes. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a un vagin qu'on est gentil et qu'on est fragile, ou est-ce que le problème est ailleurs ? Donc, je suis contre les stéréotypes, je suis contre les stéréotypes, mais je suis pas contre les chiffres. Il y a plus de femmes dans les violences conjugales victimes d'hommes, mais est-ce que derrière chaque homme violent, il n'y a pas eu aussi une maman qui n'a pas complètement fait le travail, qu'elle-même a été victime de violences pour en arriver là? Mais en fait, si on remonte la chaîne des violences, elle est infinie. Donc, ce qu'on doit faire, c'est partir du moment présent et que chacun prenne ses responsabilités. Chacun et chacune. Oui, et quand vous parlez de deux sortes de féministes, bon, celles qui ne savent pas ou qui n'ont pas travaillé sur leur violence, bon, on peut plutôt les plaindre. En revanche, celles qui se servent du féminisme comme un combat politique, je pense que là, il faut lutter contre très fort, et c'est ce que vous faites très très bien. Vraiment, votre livre, Les hommes non plus n'aiment pas les cons et le féminisme ne se fera pas sans eux, aux éditions HarperCollins, est un livre très très fort et très puissant. Et ce qu'il y a d'intéressant, on n'en a pas encore parlé, c'est que vous avez interviewé de nombreux hommes qui tout au long de cet ouvrage à la fois soit parlent d'eux, soit témoignent en leur nom, en quoi ils se sentent par exemple féministes, ou alors des hommes qui expliquent des choses intéressantes. Et je pense notamment, j'ai envie de revenir là-dessus puisqu'on vient de parler de la violence, vous faites un entretien avec Boris Cyrulnik, qu'on ne présente plus, neuropsychiatre qui a beaucoup parlé de la résilience, et à un moment donné, vous lui posez une question intelligente, vous lui dites quelle est la différence entre l'agression et la violence, et sa réponse est passionnante. L'agression, c'est dire son désaccord, la violence, c'est chercher à détruire l'autre. Et derrière la violence, il y a toujours une racine qui est la violence. Bien sûr. Bien sûr, et alors je tiens à dire que oui, le livre est épais, mais qu'il se lit quand même facilement parce qu'en réalité, j'ai interviewé 60 hommes. Ça va de récidivistes en prison pour violence conjugale jusqu'à des hommes très investis dans le féminisme. Il y a un prêtre, un imam, un rabbin, il y a des hommes qui finalement ont fait partie de ce qu'on appelle des boys clubs, qui ont grandi avec une idée de ce que devait être l'homme et qui, en devenant papa de petite fille, se rendent compte que c'est plus si clair que ça en fait. C'est quoi le rôle de l'homme, c'est quoi le rôle de la femme? Et d'ailleurs, sur 60 hommes que j'ai interrogés, il y a uniquement un médecin gynécologue qui a été capable de répondre à la question que j'ai posée à tous les hommes, qui est « c'est quoi être un homme ?» Voilà. Et oui. Et je me souviens plus, qu'est-ce qui vous a répondu Chromosome XY, quoi. Pardon? Il m'a fait une réponse biologique, c'est un chromosome Y. Donc, si vous voulez, je trouve ça, moi, très intéressant. La question n'est pas finalement les statistiques de la violence, mais qu'est-ce qui y conduit? Et quand j'ai interrogé ces hommes en prison pour violence conjugale, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes schémas. Et c'est pas une excuse, encore une fois, mais si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, on ne peut pas faire partie de la solution. Et finalement, alors je mets de côté les hommes qui sont réellement atteints de manière psychiatrique et où là, c'est une question de médecine et il n'y a rien à faire
faire techniquement à part un traitement. Mais les hommes violents, d'après tout ce que j'ai pu voir et en prison ou en interrogeant les victimes, sont soit le résultat eux-mêmes de violences durant l'enfance, des enfants qui ont été humiliés, violentés, insultés, des enfants qui sont issus d'abandon. Et alors, c'est pas uniquement d'abandonner un petit garçon dans un panier devant une caserne de pompiers, c'est aussi des parents qui tout simplement ne sont pas là, qui envoient en pension sans plus donner de présence, etc., ce qui a été le cas du père de ma fille. C'est aussi évidemment des résultats d'inceste. Quand on atteint sexuellement un petit garçon ou une petite fille, ben, ça laisse des traces, hein, surtout quand il y a un tabou qui se met autour. Et finalement, c'est toujours ces mêmes raisons. C'est toujours ces mêmes raisons. Donc je pense que le féminisme, en fait, il est plus de ce côté-là, du côté de la protection des enfants, du côté aussi de faire comprendre la différence entre avoir des résultats de cette maltraitance et comment on se prend en charge. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui n'a pas été réparé de ses violences durant l'enfance et qui reproduit des violences, il n'est pas responsable de ce qu'il a vécu enfant, mais il est responsable de ce qu'il fait en tant qu'adulte. Oui, ce que vous disiez, se soigner, ça devrait être une... Mais il faut-il déjà prendre conscience de sa violence et c'est pas toujours évident, évidemment. Vous avez interviewé 60 hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont refusé votre demande? Bien sûr, il y en a pas mal. Et c'était quoi les raisons de leur refus? Bizarrement, la peur des féministes. Voilà, la peur d'être épinglés, la peur que on trouve des choses sur eux par la suite et que ça leur retombe dessus. Alors moi, je tiens à dire que je suis totalement féministe et ma définition du féminisme, c'est de parvenir à une égalité des droits et des devoirs entre les femmes et les hommes et de lutter contre tout ce qui freine l'émancipation des femmes, ce qui est la définition de base du féminisme. Et c'est quelque chose, malheureusement, où il y a encore des combats à mener, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont des salauds et qu'il faut faut tous les aiguiller les uns après les autres? Non, je ne pense pas. Voilà. Et d'ailleurs, je pense pas que les femmes, la majorité des femmes ont envie de se passer des hommes. Hein. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui espèrent bien continuer à vivre avec les hommes et c'est peut-être ce qu'il faut toujours se rappeler. Je vous propose... Oui, pardon, allez-y. Oui, à rajouter que moi, ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est deux choses. C'est d'avoir assisté devant les infos à un reportage sur une manifestation du 8 mars avec mon ex-beau-fils qui avait 17 ans et qui voyait à la télévision des t'habites dans un mixeur, toujours des hommes, etc. Et lui, qui n'avait encore pas eu de relation sérieuse avec une femme, me disait, mais tu te rends compte, mais moi, j'ai rien fait. Et de l'autre côté, d'avoir des jeunes féministes qui s'exprimaient devant moi pour me dire que elles étaient vraiment très tristes de ne pas être lesbiennes parce que vraiment les hommes, elles n'en voulaient pas. En fait, l'un comme l'autre, je ne crois pas que ce soit la solution en fait. C'est pas le meilleur avenir pour la société, je suis bien d'accord avec vous. Justement, dans un instant, on va revenir avec vous, Sarah Barouk, sur la séduction, sur toutes ces questions justement qui sont compliquées aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue à échanger avec Sarah Barouk, qui je suis très impressionnée par votre réflexion, parce que vous êtes encore très jeune et on sent qu'il y a déjà eu beaucoup de chemin de fait et félicitations. Votre livre, Les hommes non plus n'aiment pas les cons, c'est un livre aux éditions HarperCollins. Vous abordez beaucoup de sujets dans ce livre et vous avez interviewé 60 hommes, d'ailleurs pas une soixantaine, 60 hommes. Vous abordez évidemment la question des violences, vous abordez aussi même la question anthropologique. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit votre anthropologue Nathaniel, qui dit de toute façon, plus une société libère les femmes, plus sa natalité chute. Et on s'en rend compte, et ça permet quand même de pouvoir dire qu'en France, les femmes sont quand même assez libérées. Tout à fait. Contrairement à certains pays, évidemment. Alors, justement, la séduction aujourd'hui, vous qui êtes une jeune femme, est-ce que vous pensez que c'est aux femmes maintenant d'aller vers les hommes qui n'osent plus venir vers nous ?
Moi, je vous avoue que oui, en fait, je pense que ça doit venir des deux et que ça a toujours été le cas en réalité. C'était un peu une question piège, hein, je vous rassure. J'avais bien compris. Je pense qu'en revanche, il faut faire comprendre déjà, il faut lutter contre l'idée des contes de fées. Moi, quand je vois que ma fille de 7 ans joue au mariage dans la cour d'école, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur parce que l'objectif pour une femme, ça ne doit pas se résumer au fait de se marier et d'avoir des enfants. Bien sûr que c'est important, mais on a plein d'autres choses à faire pour s'épanouir en tant que femme. Et je tiens à insister là-dessus parce que finalement, lorsque j'ai fait le livre précédent qui était 125 et des milliers, la plupart des femmes qui ne sont jamais sorties de relations violentes, moi compris, c'est parce qu'il y avait cette injonction de devoir faire un enfant et lorsqu'on a passé 35 ans, on se dit qu'on ne peut pas devenir célibataire et donc on est prête à tout accepter. Oui, mais injonction ou désir profond, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui se réalisent à travers la maternité. Je pense que c'est un mélange des deux. Évidemment qu'il y a un désir et que c'est magnifique et que moi, ma fille a donné une lumière à ma vie qui n'est pas, que je n'aurais trouvé nulle part ailleurs. Sauf que cette idée que si je me séparais de son père à 35 ans passés, personne ne voudrait de moi parce que je serais vue comme finalement une femme qui tomberait enceinte dans les 6 mois, que c'était quand même bizarre qu'à plus de 35 ans, voire à 37 ans, j'ai pas encore d'enfant. Donc c'est forcément qu'il y avait un problème chez moi. En fait, ce sont toutes ces idées parasites qui sont autour de l'aspect social en fait du couple qu'il faut parvenir à contrebalancer pour réduire cette asymétrie dans les relations qui vaut finalement, une femme peut être plus puissante qu'un homme et effectuer des violences, c'est ce que je raconte parce qu'il y a quand même plusieurs hommes qui ont été victimes de violences dans leur couple et qui finalement sont le résultat de cette asymétrie de pouvoir, parfois juste on est avec quelqu'un, moi j'ai rigolé en voyant le dernier spectacle de Florence Foresti qui explique qu'elle peut rien dire, rien faire par rapport à son nouveau compagnon parce que tout simplement il est très beau. Et qu'elle n'a pas l'habitude que quelqu'un d'aussi beau veuille bien d'elle. Alors, je trouve ce spectacle parfait, mais ça résume de manière très humoristique que la peur de le perdre fait qu'elle se tait, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Exactement. Et donc, l'émancipation, c'est aussi faire en sorte de... Oui, mais Sarah Barouk, je vous entends, je sens, je sens cette force qui vous anime et qui vous a permis d'ailleurs de vous sortir de la violence, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui ne l'ont pas cette force-là et malheureusement, on peut. Enfin, moi, je sais aussi que j'ai eu cette force-là et c'est ce qui m'a permis de m'assumer dans ma différence, si je puis dire. Mais cette force-là, malheureusement, j'ai envie de dire, on l'a ou on ne l'a pas. Donc il faut peut-être aussi que la société permette aux femmes de mieux comprendre qu'elles ont cette liberté-là. Et c'est là aussi où malheureusement, il faut qu'on travaille tous ensemble en chœur. Mais c'est exactement pour ça que l'essentiel du travail que je fais, notamment au sein de mon association, c'est avec les entreprises. Il faut savoir que 70% quasiment des femmes victimes de violences conjugales sont salariées ou travaillent. Cette espèce de mythe que la femme est faible, que les victimes de violences sont toutes seules chez elles, etc., c'est totalement faux en fait. En tout cas, c'est pas l'immense majorité. Et là, finalement... Mais est-ce que, justement, puisque vous parlez du travail, c'est intéressant. L'autre jour, je discutais avec un chef d'entreprise et qui me disait quelque chose d'assez étonnant. Et du coup, j'ai posé la question à beaucoup de chefs d'entreprise et de chefs femmes d'entreprise. Ils m'ont tous répondu la même chose. À compétence égale, un homme va demander 10% de plus de son salaire et une femme 10 à 20% de moins. Ce qui montre bien que le problème beaucoup de beaucoup de femmes, me semble-t-il, c'est qu'il y a une dévalorisation d'elles-mêmes. Et je crois que c'est quelque chose, et moi j'aime beaucoup la psychanalyse parce que parfois elle va vraiment au plus creux du profond du problème, c'est que je pense que le fait de venir au monde en tant que femme déjà est dévalorisant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Alors, en tout cas, c'est ce que j'essaye de démontrer dans le livre. Il y a même des études qui démontrent que les mamans allaitent plus longtemps les petits garçons que les... Oui.
Donc, en fait, les petites filles sont éduquées dès la naissance à devoir prendre soin, à devoir justifier d'être là par le fait d'être bien douce, bien gentille, bien jolie. Donc, c'est en cela que moi, bien sûr, j'ai conscience que j'ai été aidée parce que j'ai fait une thérapie et que j'ai identifié mes failles et que déjà, en les identifiant, ça m'a donné la force de les combattre. Et que cette chance que j'ai eue de tomber sur la bonne psy au bon moment, etc., bah, c'est une chance que d'autres n'ont pas forcément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une association et que je fais tout ce que je peux pour aider les femmes qui n'ont pas eu ma chance. Et les hommes d'ailleurs, parce que j'aide aussi les hommes. Mais effectivement, dans la manière dont on éduque les petites filles et les petits garçons, on les éduque dans la rivalité et on éduque les femmes à devoir être encore meilleures que ce qu'on attend d'elles pour s'octroyer un jugement positif. En fait, dans les entreprises, les hommes demandent systématiquement ou quasiment systématiquement des augmentations qu'ils aient atteint leurs objectifs. Absolument, oui. Alors que les femmes attendent d'avoir dépassé des objectifs qui par nature sont généralement inatteignables dans les entreprises pour oser demander une augmentation. Donc là-dessus, si vous voulez, c'est un problème. Donc ce qu'il faut, c'est travailler avec les DRH pour changer aussi la manière d'évaluer les collaboratrices et collaborateurs. Il y a peut-être d'autres manières d'impacter positivement une entreprise qu'en dépassant des objectifs monétaires. Comment on a fédéré dans l'équipe, c'est important aussi. Et d'ailleurs, on sait que les femmes chefs d'entreprise ont tendance à voir la société, enfin leur entreprise à long terme pour qu'elle soit pérenne et les hommes auront tendance à tout de suite voir que ça me rapporte plus tout de suite. Et c'est là où on est très complémentaires. Finalement, c'est peut-être ça le mot de la fin, c'est que si on arrivait à être conscient de nos complémentarités entre les hommes et les femmes et qu'on soit tous en train de lutter contre la maltraitance dans l'enfance, peut-être qu'on aurait déjà fait un grand pas. Moi, je crois que la solution, c'est encore et toujours la mixité. Moi, ça me désole de voir que maintenant, on va avoir des métros pour les femmes, des taxis pour les femmes. En fait, on n'a pas fait tout ça pour vivre dans un monde séparé. On est censé trouver des règles à remettre en question pour mieux les adapter. En tout cas, dans ce livre, vraiment bravo, Sarah Barouk. Vous avez vraiment été très loin dans tout ce qu'on peut comprendre sur ce que c'est que la société dans laquelle on vit et comment on peut l'améliorer. Ça s'appelle « Les hommes non plus n'aiment pas les cons » et le féminisme ne se fera pas sans eux. C'est aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup. Merci. Je peux juste terminer. Je dirais que le problème, finalement, c'est pas les femmes, c'est pas les hommes, le problème, c'est les cons. Voilà. Oui, c'est une belle manière de conclure. Merci beaucoup, Sarah Barouk. Merci beaucoup. Lundi, nous serons en compagnie de Yves-Alexandre Talman et on parlera des ruminations. Stop aux ruminations.